pouvez critiquer le latin comme je fais, à condition d'en avoir fait, bien sûr. Mais si vous n'avez pas fait, on vous raconte avec cela tout ce qu'on peut. Vous voyez, c'est ça la différence. Et le grec aussi, bon, et nous avions donc une bonne formation, des maîtres qui nous aimaient, bien sûr. Je me rappelle, les professeurs faisaient leurs cours, je me rappelle de Halkier, sur la mathématique de Descartes et de Leibniz, sans papier, c'est-à-dire c'était 1h30 de cours. Vous voyez, oui, rien. Vous aviez Deleuze qui était alcoolique, dont on a fait, bon, lui, il est mort du délirium très mince, sauté par la fenêtre, avec, bon, on en parle, des autres on n'en parle pas. J'ai connu des gloires. Bon, Dieu les connaît, comme on dit, mais, comme on dit vraiment, mais les hommes, vraiment, ignorent ces gens-là, qui ont écrit sur le temps. Par exemple, il y a René Poirier qui a écrit sur le temps, etc., qui était très bien, qui avait vécu au Brésil, parce qu'il ne supportait pas des communistes en 1945, tout ça, bon. On voit, vous verrez, je vous mets en garde, c'est pour que ce soit utile, contre les retournements de situation. Vous verrez des gens tout d'un coup, regardez la Révolution française, telle qu'on peut la lire, hein, vous verrez un peu cela. Des aristocrates. Comment a commencé, je m'excuse de revenir en arrière, je vais vous dire deux choses sur la Révolution française. Mon ami Fierot, par exemple, m'a dit ceci. Sur 82 000 électeurs à Paris, à peu près 17 000 allaient voter, ou 12 000 allaient voter. Pourquoi? Il fallait voter à main levée. Personne ne voulait voter à main levée. Donc tout le monde se taisait. Voyez-vous? C'est-à-dire, vous aviez une personne sur 8 qui allait voter. C'est ça la démocratie qu'on vous rappelle, qu'on vous raconte dans les manuels. Bon. En Allemagne, partout, personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Même encore, quand je parlais de Marie-Antoinette dans les trucs, les enfants sont effrayés de voir cette reine qui à 17 ans quand même faisait une dissertation latine pour remercier les étudiants de Strasbourg de l'accueillir. Vous voyez, c'est le niveau de l'instruction quand même. Essayez de demander aux sommités, non, chez Fabius et autres, voyez. Faites-moi un petit discours à 17-18 ans, voyez, en latin, tout ça. Bon, un français impeccable, voyez-vous, avec une fille qui écrit si les Français sont comme ça, il leur faut au moins une république pour les calmer. C'est une lettre de Marie-Antoinette, voyez-vous. Mais nous, on a voulu faire une monarchie avec Napoléon parce qu'il fallait remplacer l'empereur d'Autriche, vous comprenez. Il n'y a pas de raison que ce soit qui ait le même titre. Mais ça, pour moi, c'est une autre histoire, puisque vous savez que dans le récentisme, ça, on me dit de ne pas en parler, mais j'en parle, ce qu'on appelle l'Empire, le mot d'Autriche, il indique, Österreich, l'Empire de l'Est, c'est un empire qui est à l'Est, voyez-vous ce que je veux dire, et qui est venu ici, en Europe, bien sûr, évidemment. Mais ça, je crois que ce mouvement qui est très important en Allemagne aujourd'hui, important pas en nom, mais en qualité, en Bavière, tout ça, je connais bien Eric, vous avez des découvertes qui sont fantastiques. Vous avez des êtres que l'on croit exister qui n'existent pas. Bon, c'est quand même étonnant, je pourrais vous citer des auteurs. Ceux qui ont entendu mes conférences savent que Cicéron est un homme de la Renaissance. Bon, la biographie qu'on raconte est inexistante. Il n'y a aucune trace de Cicéron dans l'Antiquité. Par contre, le style, les événements, oui, peuvent être de la Renaissance. Voyez-vous, moi je vous le dis, on me dit de ne pas le dire. Écoutez, je vous le dis parce qu'on vous le dira plus tard. On n'aura aucun souvenir de moi, j'espère. Hein. Sauf que le bon surnagera. Mais il y a ainsi de suite. Bon, je ne sais pas comment vous dire. Il est certain que les mathématiques dans le Timée ne sont pas des mathématiques anciennes. On ne peut pas imaginer un calcul des probabilités quand même sous les Grecs, 5e siècle avant Jésus-Christ, comme 4e siècle avant Jésus-Christ. Or, il est dans le Timée. Voyez-vous? Bon, ceci se dit à voix basse dans certains milieux. Mais on n'ose pas en avertir la population. Parce que si on leur dit qu'on a menti sur ça, et surtout, on va dire qu'est-ce qui va rester. Dire que Isabelle la catholique et Ferdinand étaient des fonctionnaires impériaux, et que la découverte de l'Amérique n'est pas ce qu'on vous a dit, mais que l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était le départ en Amérique qui était déjà découvert, ça c'est alors là, c'est dans la littérature russe actuelle, avec Fomenko, avec les Allemands, là c'est... Oui, bon, ici, rien du tout. Ah, ici, non, on ne dit rien, on ne peut pas en parler. L'histoire de ce qui explique les steaks des Mormons, etc., qui sont développés. Quand on dit, je m'excuse encore de dire c'est pour l'Espagne, c'est pour laver l'Espagne d'une accusation infamante. On parle du massacre des Indiens par les Espagnols. Bon, vous connaissez, ce que je dis, vous connaissez les Espagnols, mais on n'imagine pas les Espagnols en train de massacrer des Indiens. Enfin, on n'imagine pas. Je m'excuse de vous dire ça, Ramirez, on n'imagine pas. Non, on sait que le massacre, c'est 2 siècles après, avec les Anglo-Saxons. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la vérité. Ça, c'est les Russes qui l'ont dit. Fomenko a travaillé depuis 73. Il est plus jeune que moi. Donc, je peux dire, il est en 45. Pour moi, c'est toujours très jeune, vous voyez. Il est plus jeune que moi. Il a travaillé. Il a fait ça sur des modèles mathématiques. Oui. Bon, ici, en France, on ne travaille pas. C'est le coq sur le fumier. Bon, on chante. Ouais. On ne travaille pas. Alors, oui, c'est malheureux.
naîtra là. Et je m'adresse à vous, Catalan, parce que vous savez qu'au début du siècle, d'abord vous avez un grand wagnérien chez vous et un homme qui aimait beaucoup Nietzsche, qui connaissait bien la musique de Nietzsche, la musique au piano. C'était Dali, Salvador Dali, ancien officier de l'armée, hein, de la réserve, officier de réserve, hein, qui avait peur de mourir. C'est pour ça parce qu'il avait son œuvre. Alors c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis. J'ai eu un témoin, c'était De Grelle, que je connaissais bien, qui me l'a dit. Ouais. Et Dali était un grand wagnérien. Ouais. Oui, quand vous allez à Cadaqués, vous avez une sorte d'île grecque devant, mais il a dédié à Tristan et Iseult. Oui, c'est un homme qui a une grande sensibilité, qui s'est fait passer pour fou parce qu'il fallait trouver évidemment une manière de parler aux gens, qui écrit très bien le français. C'est vrai qu'il s'est corrigé un peu par cet ordre de l'Académie française, mais c'est bien. Je vous dirais d'ailleurs, puisqu'on parle de Dali, c'est un peu pas du coq à l'âne, mais disons, je tiens quand même à le dire. Je dois dire qu'on a peu connu de gens, même pas connu de gens qui étaient aussi libres d'esprit, voyez-vous, dans la chose. Et il doit cette liberté, bon, je vous dis entre nous, écoutez, il doit cette liberté à Franco, évidemment. Si Franco avait perdu, l'Espagne est remarquable dans le monde, ça m'a été dit en Allemagne, ça m'a été dit, pas en Chine, mais un peu, enfin au Japon, ça m'a été dit. Ce qui est caractéristique de l'Espagne, vous voyez, et qui permet que l'on puisse parler ici encore en Catalogne, c'est que l'Espagne est le premier pays qui a vaincu sur son sol militairement les forces communistes. Aucun autre pays ne l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va vous imposer une religion, ce qu'on fait maintenant, qui soit une sorte de syncrétisme de toutes les religions, on va vous dire tout d'un coup, ce que je vous dis, hein, des documents, vous dites, pardon monsieur, vous dites des documents, vous dites des évangiles, là oui, vous savez qu'on les a modifiés, vous savez qu'on a modifié l'autre jour sur l'histoire dans Saint-Paul, l'histoire sur les pharisiens, parce que c'était raciste. Mais c'est qu'on n'a pas. Mais c'est qu'on n'a pas de texte de l'époque. Tous les textes qu'on a sont les textes de la Renaissance. Il n'y a pas de texte antérieur. Les textes de Platon datent du XIVe siècle, du XVe siècle. Au Vatican, le Codex Vaticanus, c'est 1400 et quelques. C'est tout. C'est pour ça que je crois que c'est Platon. Ah ben bon, ne dites pas ça, parce que là, ils vont dire, pour Ortiguer, c'est l'âge qu'il en fait. Non, je pense ça depuis très longtemps. Avec l'âge, on a la liberté quand même, vous savez, comme les enfants, la liberté de jouer. Non. Alors, on vous dira, mais monsieur, il n'y a pas de document. Et vous croyez où? Vous croyez à l'époque enfin, non, je n'ose pas dire, parce que là, si je raconte, non, ça c'est fini, hein. Ah non, la chambre à non, c'est fini ça, non. Pas de document. Non, comment, Moïse, tout ça, non, mais tout ça, monsieur, c'était symbolique, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des manières de parler. C'est pour ça qu'on vous prépare des langues, voyez-vous, uniquement, on fait ça en psychanalyse, on vous dit votre langage n'est pas une expression de la réalité, c'est l'expression de symboles que vous portez en vous. La plupart des gens seront dupés, vous savez quand même, les chrétiens, n'importe quelle religion. Bon, moi j'estime que c'est la même, enfin, la même qui est éclatée, qu'on appelle le miroir d'Aphrodite, c'est un miroir qu'on a laissé tomber, puis vous avez des, comment on appelle ça, des éclats de verre, voyez-vous, qui sont là, qui forment, dans chaque éclat de verre, vous voyez, c'est démultiplié. En réalité, il faut l'unir. C'est plus grand. On vous montrera ça et je crois que les gens se laisseront guider, mais ne chercheront plus à critiquer. C'est-à-dire, moi, je peux vous dire, mais quand même, j'ai ce document du Codex Vaticanus, quand je dis Platon, vous savez, Platon, Gorgias, par exemple, 404E. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas... parce qu'il n'y a qu'un seul manuscrit, le Codex du Vatican, c'est tout. Et d'autres codex qui ont été recopiés. Il n'y a pas un codex à Byzance. Alors si, il y a des codex à Byzance, mais en 1280, il y a un incendie, c'est foutu, il n'y a plus rien. Vous savez, c'est comme pour le voyage sur la Lune. Et on vous a dit, il y avait des archives, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, c'est fini, c'est dommage, hein, on les avait. Et puis, c'est fini. Bon, c'est fini. Et ainsi de suite. Je crois que cette idée qui est très profonde, je vous conseille de lire cet article de Nietzsche parce que il dit qu'on essaie de former des assurances du passé pour donner à l'homme une certitude dans le présent. Certitude qu'il doit être bien gouverné, voyez-vous ce que je veux dire, et que le gouvernement est là pour protéger son égoïsme rationnel. Voyez-vous, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'était une amie qui me disait, moi, je fais ce que je veux. Oui, je me disais, mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Bon, ça, c'est du socratisme. Vous disiez, Socrate avait deux femmes. Vous savez, il y avait une femme qui était âgée, et puis une autre qui était plus jeune. Bon, mais enfin, il avait quand même peut-être la difficulté des doublés, voyez. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, disons, vous ne pourrez pas résister si vous avez l'impression que le cadre qu'on vous donne est un cadre fixe, que vous n'avez rien à y changer. Dans cette lettre de Goethe à Schiller dont je vous parle, il dit qu'il n'accepte une instruction
disons, une information, comme on dirait aujourd'hui, que si cette information l'anime, c'est-à-dire a une influence sur son activité, son action. Mais si elle n'a pas d'influence sur son action, elle lui sert de rien. Or, aujourd'hui, ce qu'on donne dans l'enseignement, c'est une certitude qu'il n'y a finalement rien d'autre à apprendre que votre propre intérêt. Est-ce que vous voyez? Tout est su. On vous dira, le monde arabe, c'est su, c'est comme ça. Bon, vous avez 2 faits, 3 idées, 4 images, voyez-vous. Vous avez la vie à Rome, la vie même autant des, comment on appelle ça, des monstres préhistoriques, voyez-vous. On ne vous raconte pas que l'homme vivait en même temps que lui. Non, pas du tout. Mais les gens ont l'impression que l'évidence ne se discute pas. Ils disent même pas que c'est une évidence. Pour eux, ils sont là, comme disait un de mes camarades qui est un contradicteur justement sur le récentisme, il me disait, mes élèves, il suffit que je leur dise que ce qu'ils me récitent, ça vaut 10, 8 ou 10, voyez-vous, pour être satisfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'inquiétude de savoir si ce qu'on sait est vrai ou non. Est-ce que vous voyez? Et enlever toute inquiétude, de même comme médecin, enlever toute inquiétude avec des médicaments. On peut dire que l'éducation est une sorte de médicament. Et pour Nietzsche, ça venait de ce qu'on voulait former. Il ne dit pas un homme normal, mais un homme bien encadré. Et pour lequel le mot culture serait quelque chose qui serait sans mystère, voyez-vous. La culture, c'est ce qu'on a fait. Bon, c'est-à-dire, pour nous les Français, nous avons une culture. Bon, on a Napoléon, on a ceci, on a cela. Bon, on a Henri IV. Bien, maintenant que l'on dise qu'Henri IV décapitait des jésuites, et qu'ils étaient soutenus d'ailleurs par l'Espagne, puis c'était doué, les Espagnols doués. Non, ça, on ne le demande pas. On sait simplement qu'il y a des gloires. J'ai mon programme d'histoire, je l'ai fait, voyez-vous. C'est ça, c'est l'homme programmé. Que nous n'étions pas. Non. Il faut qu'il y ait un sentiment d'incomplétude, si je puis dire, d'insatisfaction, ce qu'on appelle d'infini. C'est le propre de la musique romantique. Évidemment, vous allez me dire, là, vous faites de la germanophilie. Oui, parce que le système républicain en France a voulu tout cadrer. La réaction en France, le conservatisme, a été calquée sur le modèle républicain. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une réaction, c'est-à-dire qu'ils ont voulu dire, on ne va pas faire comme eux, mais on va adopter les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, non, c'est pas un tel, un tel, un tel, notre modèle c'est Louis XIV, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Disons qu'il y a un esprit critique à avoir dans le présent, tandis que celui-ci est endormi par de fausses assurances. Quand vous interrogez des élèves, et vous dites, voilà, vous parlez espagnol, vous parlez anglais, monsieur, parfaitement, couramment, parce qu'ils sont habitués à des conversations, mais ils ne font pas d'exercice, voyez-vous. Aujourd'hui, au contraire, vous avez l'extinction de la lecture, voyez-vous. C'est pas que l'image remplace la lecture, mais les gens ne savent même pas lire les images. Est-ce que vous voyez? Ils ne savent pas critiquer. J'ai un peu ce tempérament de là-bas, voyez-vous, de voir un peu les Français de l'extérieur, voyez-vous. Et on les connaît mieux. Si j'aime bien la France, j'aime bien Voltaire ou cette chose, c'est que justement, on voit le Français de l'extérieur. Et il faut vous-même essayer, si vous ne pouvez vous voir de l'extérieur que si vous vous sentez vous-même un mystère, d'où viennent les Français? Personne n'est capable de le dire. Même le mot de français. Moi, j'ai mon idée, bien sûr. On dit que ça voulait dire Hans, les demi-dieux, et frei, libre, free. Oui. Bon, A-N-S-E-S, les demi-dieux. On appelle demi-dieux des humains qui se divinisent par le sacrifice, hein, comme Hercule, comme le Christ, d'ailleurs, si on peut dire, si on le voit du point de vue humain, vous voyez. Mais je peux vous dire qu'il faut se débarrasser d'une fausse antiquité qui soit trop visible, hein, qui n'existe pas. Et il faut, au contraire, chercher. Moi, je crois que l'homme n'est pas autochtone. Je crois que l'homme n'est pas autochtone. Je crois que l'homme, c'est-à-dire qu'on dit, j'ai vu des extraterrestres. Oui, j'en vois, ils sont devant moi, quoi. C'est-à-dire que nous venons de l'extérieur. Évidemment qu'on vient de l'extérieur. Il est certain que c'est Kant qui l'a dit, hein, les Sternbewohner, les habitants des étoiles. Leibniz appelle ça les hommes planétaires. Bon, vous allez me dire, bien sûr, bon, d'accord, c'est pas Cohn-Bendit, hein, mais c'est quand même Kant et Leibniz, le créateur du calcul infinitésimal. Oui, et on peut dire qu'on le trouve dans les textes, voyez-vous. Moi, je le crois. Bon, je le crois parce que ça me semble vraisemblable. Il y a un homme que j'ai fait des poèmes sur lui, vous voyez, c'est Landmann, Erhard Landmann, oui, qui a, je crois, 78 ans maintenant, oui, qui est mi-saxon, mi-flamand. Il a écrit, oui, l'autre jour, il a démontré, par exemple, qu'il n'y a jamais eu de royaume visigothique. Ça n'existe pas. On ne trouve aucune monnaie visigothique. Vous avez un empire qui succède à l'empire romain, avec qu'on appelle des inspecteurs des finances, comme ils avaient, non? Avec des recensements, il n'y a pas de monnaie. On ne trouve pas de monnaie. Alors on dit non, ils avaient encore le troc. Non, mais ça ne tient pas.
Alors c'est vrai que j'ai visité le musée visigothique à Madrid, oui, bien sûr, mais ça c'était une sorte de... Non, on ne trouve rien. Toulouse, bon, j'ai vu dans cette thèse-là, de Landman, on dit que la langue latine est une langue continue, c'est-à-dire qu'il faut lire les mots, que les mots anciens n'avaient pas de séparation comme nous faisons. Et donc, par exemple, j'ai lu de lui un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, c'était dans lequel vous avez le Christ qui soupire, vous savez, la mort des derniers mots du Christ. Bon, je dois dire que c'est très intéressant de voir que ça signifie bien sûr tout autre chose que le texte qu'on nous dit. C'est-à-dire, nous n'avons pas affaire à des créateurs de faux, nous avons affaire à des déformateurs. Est-ce que vous voyez la différence? Et vous n'êtes pas, on n'a pas affaire à une destruction de l'enseignement, je permets de faire l'analogie, on a affaire à des déformations de l'enseignement. Mais lisez, comment ça s'appelle, le physicien Petit par exemple. Petit dit des choses qui sont justes. Bon, évidemment, il a sa nature. Mais disons qu'il prétend que les Américains, que ceux qui nous gouvernent, par exemple, comme Kissinger, par exemple, je connais Kissinger, je veux dire le Kissinger américain, qui ne s'appelle pas Kissinger, évidemment, il est du village de Kissinger, que j'ai connu, le village. Eh bien, Kissinger a dit qu'un jour, il y a quelques années, je crois 4 ans là, c'était un mois de janvier, que les Américains ne craignaient rien, qu'ils avaient des armes redoutables, bien sûr, oui, oui. Et c'est des armes qui viennent de l'extérieur, bien sûr, c'est pas fait avec le génie américain. Mais non. Et c'est cela qu'on va avoir dessus. On habite l'univers, on est sur Terre, oui, mais de l'autre côté, enfin, au XVIIIe siècle, il y avait des gens qui avaient l'idée de l'infinité de l'univers. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on ne l'a pas. On vit dans un monde clos. Alors qu'on prétend au contraire dans l'enseignement qu'on sort d'un monde clos pour aller vers un monde ouvert. C'est le contraire. On vous enferme là-dedans. Alors, de temps en temps, vous avez le pape qui dit « Ah oui, on a des relations avec l'extraterrestre, voyez ». Vous avez la confession de Pie XII, par exemple, que j'ai connue là-dessus, oui. Vous ne connaissez pas ça, non? Oui, bon, évidemment qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça vous paraît bizarre, mais le jour où, dans très peu de temps, quand on dira, par exemple, moi-même aux musulmans et aux arabes, la Mecque, mais la Mecque n'existait pas au 7e siècle. Elle a existé au 10e siècle. Au XIe siècle, ça n'existait pas avant. Aussitôt, vous aurez... ils diront ça quand ils décideront de rafler complètement, de rayer complètement la religion, pour la remplacer par un autre produit. Vous allez chez un marchand, on vous dit non, ça se fait pas, M. Ortiguet. C'est ça qu'on prend maintenant, voyez. On vous parle, par exemple, on vous stigmatise l'Espagne encore, en disant l'Espagne, pays de l'esclavage. L'Espagne n'a jamais fait l'esclavage. L'Allemagne, sauf Brême, bon, je ne dis pas qui était à Brême, enfin j'arrête là, les rats de Brême, comme on dit, non, n'a jamais fait d'esclavage. L'Italie n'a jamais fait d'esclavage, voyez-vous. Vous avez l'Angleterre et la France, et encore Angleterre en France, certaines familles, que l'on retrouve aux Antilles, voilà. Et c'est eux qui crient le plus contre l'esclavage, est-ce que vous voyez? Alors qu'on ne l'a jamais fait. Les Français, malheureusement, feront une autre révolution, qui ne sera que la suite des autres révolutions, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en réalité, on leur dira, non, vous manifestez le souci d'une consommation nouvelle, les révolutions, ils n'ont plus la force intérieure de les faire. Ils ont la force de les consommer de l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? En 68, il n'y avait aucun programme dans la rue. Voyez-vous? Aucun programme dans la rue. Aucun. Les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas ce qu'il voulait dire. Vous demandez à quelqu'un le programme, il ne l'avait pas. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est tout. Bon, je ne sais pas, ailleurs, il y avait un programme. Bien. Je ne sais pas, moi, dans tout le pays, il y avait un programme. En Espagne, il y avait un programme, bon, un peu d'ordre, même dans Le Pen, il y a un programme, je ne sais pas, enfin, même dans un peu d'ordre, dans Metternich, en Autriche, il disait, bon, l'ordre, c'est la conservation, c'est pas le repos du désordre. Tandis que nous avons du désordre, le repos du désordre, voyez-vous, et ainsi de suite. Et vous verrez que ce que nos adversaires ont obtenu, c'est en cassant les familles, ils ont cassé non pas le principe d'autorité, mais la nécessité pour quelqu'un de recourir à une autorité parce qu'il ignore quelque chose. L'enfant croit savoir. Est-ce que vous voyez? Le père croit que l'enfant sait. Il croit que son maître sait. Et ensuite, comme il se fatigue, bon, il dit, bon, de toute façon, à quoi ça sert de savoir? À quoi ça sert ceci? Ça sert le nihilisme. Eh bien, écoutez, l'essentiel, c'est de gagner un peu d'argent. Il ne sait même pas que son argent lui échappe, voyez-vous. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire d'actif? C'est-à-dire, c'est quand même la leçon pratique à retenir. C'est justement de vous défaire vous-même
de certaines certitudes, c'est-à-dire d'aller chercher, évidemment, vous allez par exemple, m'excuse de dire d'aller à Barcelone, j'aime bien les Barcelone à cause des livres d'occasion. Bon, vous avez de magnifiques librairies à Barcelone, essayez de regarder le passé, je sais pas moi, essayez de voir par exemple, je sais pas, de la littérature castillane, de la littérature, arrêtez faites comme Dali, si je puis dire, soyez catalan, par exemple, et prenez l'Espagne pour une grandeur. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'il disait à la fin de sa vie. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il disait que l'Espagne, c'était un principe, vous voyez, et c'est tout. Moi j'ai fait mon discours, je termine là-dessus. Il fallait m'interrompre, vous n'êtes vraiment pas des Français, il fallait m'interrompre, crier, non, c'est ça. Écoutez, vous êtes très sympathique, je vous remercie, et puis écoutez, si vous voulez me poser des questions, c'est pas du tout un solipsisme, hein. Non, c'est pas.